Mariette Aqli, vous êtes psychologue clinicienne, doctorante pour recherche en psychopathologie et psychanalyse, psychanalyste, membre du Forum du champ lacanien du Liban, membre de l'International des forums du champ lacanien, analyste à Mafra Hospital Seha, Abu Dhabi. Vous allez nous parler du déshonneur ou le traumatisme de la sortie. Repensez ces cas de crimes d'honneur dépassés depuis des années, et puis voilà qu'on en parle de nouveau. Pourquoi ce regain de crime à cette époque qui le veut? Que peut y faire l'analyste? Nous vous écoutons, Mariette Aqli. Merci. Le crime d'honneur est une pratique de vengeance par le sang, instituée par le Code de l'honneur et commise contre les femmes dont le comportement réel ou supposé est jugé immoral et déshonorant. Ce comportement peut aller d'une simple discussion avec un homme à une relation sexuelle en dehors du mariage. La femme coupable doit être tuée afin que l'honneur bafoué soit lavé et la réputation de la famille sauvée. Le crime a lieu dans un contexte féodal où le corps de la femme est considéré comme un fief, propriété de l'homme à qui revient la responsabilité d'en garder l'honneur. Le traumatisme qui nous concerne aujourd'hui n'est pas, comme on peut le supposer immédiatement, dans le passage à l'acte criminel en tant que tel, qui est pratique légitime et légitimisée dans ces cas, mais dans l'inouï que recèle le discours politique de l'honneur et dont la conséquence obligée est le crime. Qu'est-ce que l'honneur? Un signifiant maître. Le contexte clanique dans lequel a lieu le crime d'honneur se constitue autour d'un S1, idéal commun, qui assure, par l'identification, l'unité de la foule. Mais pour que le S1 tienne, il doit être porté par un maître. Le maître, écrit nominé, est celui dont le discours démontre qu'il sait faire semblant de signifiant maître, ce qui n'implique pas qu'il sache particulièrement bien tromper son monde, mais plutôt qu'il s'efface sous ce semblant qu'est le signifiant maître qui le représente. Le sujet père porte l'honneur, il en est le maître. À lui revient la tâche de le garder, de le protéger, de le restaurer en cas de déchéance. Cette dernière est causée par le déshonneur. On n'est pas le père de signifiant, on est tout au plus père à cause d'eux, je cite Lacan. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le vrai ressort est celui-ci. La jouissance sépare le signifiant maître, en tant qu'on voudrait l'attribuer au père, du savoir en tant que vérité. Ce qui permet d'articuler ce qu'il en est véridiquement de la castration, c'est que le père est celui qui ne sait rien de la vérité. C'est dans la 8e leçon de l'envers. Il s'institue en maître à devoir faire semblant d'échapper à la division. Non seulement il tient lieu de ce signifiant, mais surtout il s'identifie à lui d'une parfaite adéquation que pour ce père, la faille qu'indexe le désir, l'entaille et l'engagière sont niées et avec elles, la division du sujet sapé. On est dans le discours du maître. Ce qui est intéressant dans cette formule comme définissante du discours du maître, c'est de voir qu'il est le seul à rendre impossible cette sorte d'articulation que nous avons pointée par ailleurs comme le fantasme, en tant qu'il est relation du petit a avec la division du sujet. Le discours du maître, en son départ fondamental, exclut le fantasme. C'est bien, à la vérité, ce qui le rend dans son fondement tout à fait aveugle. C'est Lacan. Le père tire la légitimité de sa position par rapport à la jouissance d'y avoir renoncé en s'effaçant derrière le signifiant maître. La rentabilité de ne rien savoir est dans le surplus de jouir que garantit le discours. Il renonce au passage à l'acte incestueux, renonce à jouir du corps de sa fille, afin de faire semblant du signifiant maître qui le représente, pourvu que ça soit affaire rentable. Le tabou de la virginité trouve là toute sa fonction, dans la mesure où il rembourse au père le prix de son abstinence. Il échange sa fille pour un prix qui ne lui est plus payé une fois la fille perd sa virginité. Donc moi l'honneur, je l'honneur. Mais si l'honneur n'est plus, c'est alors le déshonneur qui trouve la trame symbolique et constitue un point de fuite qui met en danger l'équilibre économique du clan. La sortie de la fille engendre une bouscule qui rabaisse le S1 de sa majesté d'agent de la castration et le place à l'endroit de la production, du déchet, de la jouissance, exposant le père dupe de la mascarade. Sa sortie lui produit à elle ses signifiants, délogeant l'honneur comme agent dialectisant sa jouissance.
Cette bouscule donc de 2 tours dérobe l'honneur au père, le rabaisse à la honte du corps, l'extrémentiel infâme de la jouissance, le ça, originellement perdu, dans le sens de perte et dans le sens de ce qui est dû au père, perdu en 2 mots. Si le père renonce à la jouissance dans son discours, l'honneur protégeant du passage à l'acte incestueux, c'est au prix d'un plus de jouir que cette renonciation va devoir payer, comme avance Lacan dans la première leçon de l'envers, soit par la sortie de sa fille et la mise en acte d'un fantasme autre que celui qui supporte son discours, le père est en droit de quémander un remboursement. En bon maître capitaliste, il s'octroie le droit d'usufruit du corps interdit. Un surplus de jouissance recouvre la perte initiale, la division du sujet ramenée à sa place de vérité, qui, pour le père, n'est pas matière à savoir. J'en viens au traumatisme. Si l'honneur est signifiant maître dans la demeure du père, c'est qu'il perpétue le même discours. Le réseau signifiant se répète, l'honneur recommence avec le crime, code obligé, équation figée dont les possibilités sont claires et exhaustives. Si les femmes maintiennent les hommes dans leur semblance de S1, l'ordre est établi, le groupe peut vivre. Si les femmes font déchoir les hommes de leur semblance de S1, le déshonneur s'ensuit qui rompt la chaîne signifiante et exige la rature par le crime. C'est ce qu'on nomme avec Lacan l'automaton, le nécessaire, ce qui ne cesse pas de s'écrire. Quand la chaîne se rompt, c'est qu'un hasard contingent, ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire, vient tailler dans la trame signifiante un vide duquel on ne peut rien dire. La fille qui sort agit par son désir, instille la contingence dans la loi du père. Plus jamais de certitude que le signifiant maître garantit, mais une duperie de la mascarade dont elle semble capable. Et c'est la rencontre marquée, du ré, ou la rencontre avec le réel dont le sujet est exilé. Manque radical où le signifiant échoue, le père dans sa semblance de maître échoue. Il disparaît quand le S1 est pointé dans son impuissance à parfaire l'essence du sujet. Le symbolique est à jamais trouvé. Il y a un manque structurel et ce manque est traumatique dans la mesure où c'est le signifiant qui le crée. Voilà ce qui se dévoile au père une fois tombé l'honneur. Le déshonneur de la fille est en quelque sorte la démonstration de la faille du sujet père. Le père se trouve dès lors en face d'un savoir qui lui est scellé de par sa position de maître, honteux donc de savoir que le rapport sexuel, ça ne s'écrit pas, qu'il y a béance et que pour ce père, telle béance est ontologique, avec un H. Que l'honneur en tant que signifiant ne comble pas le trou. Par contre, c'est le S1 qui le produit en écrivant sa lettre. La honte en tant qu'elle produit le signifiant maître de l'honneur tue le dit signifiant en tant qu'elle est produite par son discours. Discours inouï que fabrique la fille. Elle fabrique son désir, elle sort, elle épouse son fantasme en même temps qu'elle divorce du fantasme incestueux qui organisait jusque-là sa jouissance. Il n'y a pas de rapport sexuel, il y a un mur de langage qui fait trace sur le corps, qui aliène et sépare et traumatise. Le sujet voit le jour dans l'abéance où le signifiant n'arrive pas à dire sa vérité. Là où la fille se soustrait à l'ordre symbolique de l'honneur, elle retrouve son désir, de la négation donc de s'identifier complètement, comme fait son père, au signifiant maître. Mais dévirginisée, elle perd sa valeur. Le père a perdu. Encore une fois, la perte est ce qui lui est dû. Il quémande son remboursement, un plus de jouir que l'autre lui garantit, le chemin vers la mort, dit Lacan. Automaton, ne plus désirer est la loi. Le nouvel ordre que le crime rétablit, s'anéantir dans la jouissance absolue, loin de là le traumatique de la castration. Le réel traumatique est ce qui fait pas suite, ce qui troue la trame du symbolique, ce qui renverse le maître. Traumatisme, enseigne Lacan. Ainsi, c'est la rupture, le langage qui est traumatique, la sortie qui déstabilise et crée une discontinuité dans l'univers signifiant. On est hors discours, la tuerie est hors discours. Franchissement de la chaîne signifiante établie par l'autre, le sujet se retrouve dans une coupure que l'autre manque à dialectiser, à signifier. Franchissement tragique cause Antigone dans sa quête du désir pur. Le désir pur et désir de mort, et le père d'avoir désiré le lui accorde de droit. Sa sortie pointe le manque à l'endroit du fantasme de son père. Derrière l'honneur, rien, aucun ersatz de la chose. La castration qu'elle induit renforce l'éclat de la galma, qui fait de son corps la cause du désir du père. Face à l'angoisse devant la chose,
Le père place le corps égalmatique sous le joug de la destruction jouissive. Il passe à l'acte, retrouvant dans le réel le signifiant maître qui, revenant destructeur, jouissif, déchaîné depuis le réel, bouche la structure par le manque du manque. Le passage à l'acte vient tamiser le fantasme qui confronte à la chose. Ce que les signifiants ne sauraient dialectiser, signifier, symboliser, rejaillit du réel, le père tuant sa fille, actant sur la scène de l'autre la perte que suppose sa subjectivation. Sa sortie le force à rencontrer le réel d'une rencontre manquée qui met à mal son fantasme incestueux et désillusionne de la jouissance absolue. Elle ébranle l'extimité autour de laquelle le sujet père construit sa consistance en tant que sujet de l'inconscient. Elle indexe le rien dans cette estime, le manque, la perte irreprésentable. Indexé de la sorte dans l'incestueux mythique qui dialectisait fantasmatiquement sa jouissance, le père est dévoilé dans son identification au rien. Honteux donc ça, le père. C'est cela le traumatisme, que de se trouver nu, désarrimé, en aphanésis devant le réel de la jouissance de la mère. Ce que la fille dilapide, à savoir l'honneur, le père le thésaurise par un passage à l'acte jouissif, un plus de jouir qui rejoint le fantasme incestueux et restitue de droit et sauve le restitue de droit et sauve la communauté du danger traumatique de la loi du désir qu'occasionne le langage. Mais, je cite Lacan, il ne sait pas non plus qu'en atteignant lui le bonheur conjugal, le bonheur de son métier de roi, le bonheur d'être le guide d'une cité heureuse, c'est avec sa mère qu'il couche. Il a été joué, dupé par son accès même au bonheur, qu'au-delà du service des biens, et même de la pleine réussite de ses services, il entre dans la zone où il va chercher son désir. Mais cela ne l'empêche pas de pouvoir encore exiger tout, c'est à savoir, ne l'oublions pas, les honneurs dus à son rang. Encore une citation de Lacan pour finir. Mais nous savons tous, parce que tous nous inventons un truc pour combler le trou dans le réel. Là où il n'y a pas de rapport sexuel, ça fait traumatisme. On invente ce qu'on peut, bien sûr. Cela rejoint le ni pute ni soumise. Il y a là ce passage à l'acte dont nous a parlé le matin Natacha Vellut. Qu'est-ce que le traumatisme, sinon la chute du signifiant maître de l'honneur qu'induit la contingence du déshonneur dans la trame symbolique, nous a dit Mariette. Le déshonneur apporté par la conduite sexuellement libre de la fille est traversée sauvage du fantasme incestueux qui ne dialectise plus alors la jouissance du père. Le déshonneur confronte le père à la chose. Le passage à l'acte réhabilite l'usufruit du corps interdit et avec lui le fantasme.